Yaorana et bienvenue dans Manava. Non, je ne suis pas Arioeho qui est souffrant cette semaine. J'ai le plaisir de vous accompagner toute cette semaine dans votre émission Manava. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet sensible mais essentiel, les conséquences d'un accident de la route. Chaque année, la Polynésie est endeuillée ou marquée par des drames sur nos routes. Et quand la vie bascule, il faut tout reconstruire. Le corps, l'esprit et souvent la confiance. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Toté Charles Belli. Tu es chirurgien traumatologue et tu soignes chaque jour des victimes d'accidents graves. Peut-être pas chaque jour, mais très souvent. Yorana. Yorana. Également avec nous, Sigolène Vieille, psychologue à la cellule d'urgence médico-psychologique du CHPF. Et tu accompagnes les victimes et leurs proches. Yorana. Yorana. Merci à tous les deux. Les conséquences d'un accident de la route, c'est le thème de notre émission du jour, Manava, votre émission Info-Service. En 2025, on recense en Polynésie 150 accidents graves avec des victimes conséquentes. Derrière ces chiffres, il y a des vies bousculées, parfois brisées. Les conséquences d'un accident de la route, ce sont des conséquences physiques, psychologiques. Ça atteint la famille, le travail et le mental. Ce soir, on parle de ce qu'il se passe après le choc, comment on soigne, comment on se relève et comment on retrouve l'équilibre. Toté, tu es confronté à ces victimes régulièrement. Quand on arrive aux urgences, quand on est sur place même de l'accident, les premières décisions sont décisives, médicalement parlant. Oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a les équipes du SAMU qui sont là, ou les pompiers, enfin ce sont des gens, des professionnels, parce qu'il y a des gestes qui peuvent être catastrophiques. Il ne faut pas compliquer l'accident avec les lésions qui existent et en rajouter. Donc il y a des consignes de ramassage, de protéger la colonne, cervicale en particulier, mettre des attelles pour maintenir les membres dans l'axe et éviter d'aggraver la situation. On le sait que ce sont souvent des accidents liés aux deux roues. Quelles sont les principales blessures auxquelles tu as pu être confronté dans ces accidents de la route? Alors, pour les deux roues, c'est essentiellement le membre inférieur, la jambe, et la lésion classique, c'est la fracture ouverte de jambe. Alors, fracture ouverte, ça veut dire que l'os a traversé la peau, où il y a quelque chose qui est rentré dans la jambe et qui a cassé l'os. Le gros souci, c'est qu'une fois que l'os a traversé la peau, le risque infectieux devient énorme. C'est-à-dire que dans certaines séries, on a plus de 30% d'infection, alors qu'en chirurgie réglée froide, on est à 2 pour 1000. C'est vraiment monstrueux. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une infection osseuse, ça ne se guérit pas franchement. Ça reste toujours... Il peut y avoir des conséquences sur du long terme. Voilà, Alors. un réveil infectieux 20 ans plus tard. Et puis, tout ne se rattrape pas. Il y a certains cas de figure où, malheureusement, il ne reste que l'amputation. Je vous ai préparé quelques dias pour ça. Oui, on ne peut plus rien faire de ce qui reste. Alors, c'est un sujet, on le sait, à une heure comme celle-ci, qui est compliqué à aborder, Oui. mais qui est importante parce que finalement, si on le sait, on fera peut-être un peu plus attention. Et c'est aussi pour ça qu'on fait le choix de parler de ce sujet aujourd'hui. Sigolène, je me tourne vers toi. On parle de ce qui arrive au niveau physique. Là, on parlait d'exemples de blessures, mais on a aussi des conséquences psychologiques. Quand on est victime, mais aussi quand on provoque un accident. C'est ce à quoi vous êtes confronté? Oui, bien sûr, c'est vraiment toutes ces dimensions-là qu'on aborde avec nos patients qui ont été impliqués dans des accidents, notamment de la route, mais pas que, hein. Et effectivement, il y a énormément de problématiques à travailler, que ce soit en lien avec la phase d'hospital, enfin déjà la prise en charge en amont, SAMU, ou parfois, Sur place, en fait, bien sur sûr, le moment. dans l'immédiat, Mhm. la personne est vraiment dans un vécu vraiment hyper aigu de la situation. C'est ce qu'on appelle être sous le choc, être en état de choc. Oui, parfois on a des gens qui sont dissociés, c'est-à-dire que ils se rappellent plus de où ils étaient, qu'est-ce qui s'est passé. Alors il y a les traumas crâniens aussi qui peuvent être évidemment
présent, mais pas que. Parfois, il y a ces mécanismes psychologiques. Donc là, on est sur l'immédiat. Après, il y a toute la phase d'hospitalisation, parfois qui est effectivement très grave sur le service de réanimation, où là, on a des patients qui sont effectivement, qui sont plus dans l'autonomie, qui sont plus dans le contrôle de leur corps et qui se retrouvent seuls dans cette chambre d'hôpital, même s'ils sont effectivement très, très bien accompagnés. Il y a tous les écrans, tous les Des bips. bips sonores, là, effectivement, et cette énorme surveillance pour récupérer petit à petit. Et puis, on peut pas le sous-estimer, effectivement, la douleur, quoi, hein, l'aspect de la douleur qui est vraiment parfois très fort et qui joue aussi sur l'aspect psychologique. Donc, il y a tout un accompagnement à ce moment-là qui met en place. On parle d'un état de sidération aussi Oui, pour certains. parfois, bien Comment ça se traduit, ces états-là? À la sidération, la personne, elle est là, mais elle est absente, quoi. C'est-à-dire que, On peut lui parler, ouais, elle elle est réagit ailleurs. plus? Elle est ailleurs, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un état qu'on appelle, nous, dissocié aussi, auquel on doit prêter attention en tant que professionnel de santé mentale. Ouais, c'est très important de pas passer à côté de ce type de symptômes psychologiques, ouais, vraiment. Et les proches, quand ils sont sur un accident aussi, vous devez les accompagner. C'est une notion qui est importante dans cette chaîne. Bien sûr, ça peut en faire partie s'ils sont en demande, hein, parce que quand il y a un accident aussi grave, il y a effectivement toute la famille qui peut être impliquée. Ça peut être les proches, ça peut être les amis très proches, ça peut être Parfois, les victimes qui ne sont pas forcément blessées voilà. physiquement aussi. Oui, ou des impliqués indirects, je sais pas, à la suite d'une fête, peu importe, hein, mais Un témoin, bien sûr. juste un témoin Oui, d'un oui, accident. complètement, complètement. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ce qui est important, je le dis parce que c'est important de savoir qu'il y a des interlocuteurs Oui. pour accompagner même une personne simplement qui assiste à un accident, de ne pas rester seule avec ces images qui peuvent venir et revenir en tête. C'est souvent ce qui est difficile finalement, c'est de rejouer ces scènes-là. Oui, je te remercie de le dire. Effectivement, souvent, en fait, la personne, elle se sent emprisonnée dans ces espèces de reviviscences, de flashbacks, qui sont parfois pas que visuels, hein. Parfois, il y a l'odeur du sang, il peut y avoir des choses vraiment très marquées comme ça. Et effectivement, elle se dit que ça va passer. L'idée, c'est que ça va passer, mais parfois, ça passe pas. Ça passe pas et la personne dort plus, ou dort en tout cas très mal. Elle n'ose pas en parler parce qu'elle a honte. Aussi, je pense, dans le cas des accidents de la route, ça peut être du fait d'être impliqué, voire responsable de l'accident. Bah, on se dit, C'est de je ma suis en faute, oui. tort. Je peux pas demander d'aide, quoi. Exactement, exactement. Donc les troubles du sommeil qui effectivement n'aident pas à affronter la journée, aussi quand on est potentiellement Mm. atteint sur le plan psychologique. Vraiment les flashbacks, la culpabilité, hein, vraiment c'est très très présent. Et puis par la suite, on observe régulièrement l'évitement. Quelqu'un qui veut plus conduire, hein, qui a une peur phobique de conduire et parfois d'être passager aussi dans une voiture. Donc ça peut poser question pour la vie, enfin problème pardon, dans la vie quotidienne. Les séquelles physiques aussi, on a parlé l'un des problématiques, notamment des deux roues. Quelles autres séquelles on peut avoir dans un accident de la route? On l'a évoqué rapidement avec les traumatismes, par Alors, exemple, crâniens. Pour les deux roues, l'autre grande lésion classique, c'est le plexus brachial, Qui se trouve. comme Jamel Debbouze, c'est-à-dire on a une paralysie irréversible d'un membre. D'accord. Il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus de motricité. C'est un membre mort qui est toujours pendouillant après Qu'on ne l'épaule, peut plus utiliser, en qu'on ne tout peut cas. plus utiliser. Et c'est totalement irréversible, hein. Voilà. Non seulement les gens ne sentent pas quand on les touche, mais ils ont des douleurs fantômes du fait des arrachements des nerfs. Donc ils sentent des doigts qui font horriblement mal alors qu'on n'y touche pas. Et par contre, si on touche les doigts, ils ne sentent pas qu'on y touche. C'est quand même très curieux. Ouais, Et- c'est le lien finalement entre l'esprit et le corps Ouais. qui est encore présent, quoi, hein. Tout à fait. Et on parlait donc traumatisme crânien. Qu'est-ce que c'est? Par quoi ça passe cette Il y a tous les stades, hein, et pour ceux qui sont peut-être en train de vivre ça, il faut savoir qu'actuellement, on n'a pas encore de facteur prédictif. Quand on a un traumatisme crânien sévère avec quelqu'un qui est dans le coma, on peut, à part quelques exceptions, on peut pas dire s'il va s'en sortir ou pas, et on peut pas prévoir non plus le niveau de séquelles qu'il y aura. Il y a parfois de très belles surprises auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Il faut être vigilant sur ce type de problématique parce qu'il peut y avoir des conséquences 2-3 jours après un accident. Alors, On a l'impression que tout va bien et finalement il y a des choses qui se déclenchent après ou oui, pas? c'est ce qui est arrivé à la princesse Grace de Monaco. C'est l'hématome extradural, c'est-à-dire qu'il y a un traumatisme crânien, on a très mal à la tête, ça va bien.
Et puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, du fait d'un saignement à bas bruit dans le cerveau, ben, les gens commencent à avoir des troubles de l'équilibre. Quand tu dis un saignement à bas bruit, c'est un tout petit saignement Saignement, oui, minime, quoi. On s'en rend pas compte. qui appuie progressivement sur le cerveau. Et puis, quand ça commence à devenir évident, eh bien, parfois, il est malheureusement trop tard. La princesse Grace de Monaco est morte à cause d'un hématome extradural que personne n'a diagnostiqué. Donc il faut absolument pas minimiser tous ces petits signes qu'on peut avoir, se dire j'ai un petit peu mal à la tête, ah c'est pas grave, je vais laisser passer, je vais prendre un Doliprane. Non, il faut aller consulter après un accident, quand on a eu un accident de la route. Quand on parle du cou du lapin, par exemple, ça aussi, ça peut être une conséquence d'un accident de la route. Oui, bien sûr. Et c'est beaucoup moins fréquent depuis qu'il y a les appuis-têtes. Oui. En fait, le coup du lapin, c'est la tête qui bascule brutalement vers l'avant et qui repart vers l'arrière. Ça fait un coup de fouet dans la colonne cervicale et on peut se retrouver paralysé des 4 membres du fait de cette lésion. Donc ne pas enlever son appui-tête dans sa voiture. Surtout, Et si vous n'en avez plus, faut en mettre. faut en mettre. Voilà, ça c'est vraiment des petites informations importantes. Sigolène, quand on parlait par exemple d'amputation parfois, de blessures très graves, d'une perte d'une partie de son corps, ça aussi ça fait partie des séquelles qu'il faut gérer psychologiquement. On doit apprendre à accepter ce nouveau corps et ça fait partie pleinement d'une reconstruction. Oui, bien sûr, c'est un gros travail sur soi de pouvoir travailler sur l'image corporelle, effectivement, qui est complètement différente. Et puis, on sait qu'il y a un risque de psychotrauma qui est beaucoup plus élevé après une atteinte sur le plan corporel, notamment quand ça touche aussi le visage. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose auquel on est attentif. Et ça passe par quoi, cette acceptation d'un nouveau corps, d'une perte d'un membre? C'est une thérapie? Comment on fait pour aider ces personnes? Oui, bien sûr qu'on peut faire une thérapie sur soi. Après, il y a tout un travail autour de la motricité avec d'autres acteurs. Je pense aux kinés, aux psychomotriciens, qui sont vraiment des acteurs. Enfin, c'est un travail pluridisciplinaire. Il y a le soutien de la famille. Je pense que vraiment, c'est important de le souligner, de la famille, des proches. Il y a vraiment tout ce corpus médical, paramédical autour du patient. Et puis après, il y a aussi ce travail d'acceptation parfois d'un dossier de handicap, de handicap moteur, donc qui demande aussi beaucoup d'énergie, toute la gestion de la partie administrative et tout ça, ça s'étale sur une temporalité qui est vraiment longue, hein. Et parfois, le patient a envie de baisser les bras et dire j'arrête tout et c'est trop dur, quoi. Et vraiment les douleurs chroniques par la suite, dont on parlait tout à Oui, l'heure. les douleurs physiques, parce que quand toi tu interviens, Tauté, tu reconstruis parfois, tu amputes parfois aussi. C'est très rare, l'amputation d'urgence, c'est très rare. Hein. Et effectivement, il faut reconstruire. Alors, la reconstruction, c'est sous anesthésie. Tant qu'on est en train d'opérer, Heureusement. les gens ne sentent absolument rien. Oui. Voilà. Mais tout ne se répare pas, ça faut bien le savoir. Je voudrais juste revenir sur la prise en charge psychologique, bien que ce ne soit pas ma partie, mais c'est une notion récente. Parce qu'avant, chacun se débrouillait comme il pouvait. La prise en charge psychologique, c'est, tu m'as dit, mois de juin de cette année. Alors, au CHPF, l'unité a été construite au mois de juin, effectivement. Voilà. C'est vraiment très récent. Et avant, chacun se débrouillait comme il pouvait. Et on voyait des drames humains, en particulier pour les responsables d'accidents, responsables de morts, qui se suicident carrément. Parce que la culpabilité est trop lourde. Tout à fait. Et en termes de rééducation, là, on va dire physique, ce sont en général des rééducations longues. Oui. Combien de temps on peut ça va dépendre, j'imagine, des blessures, mais ça peut prendre 1 an. On admet que pour ce qui est neurologique, ça peut prendre jusqu'à 3 ans pour la récupération. Ce qui n'a pas récupéré au-delà de 3 ans ne récupérera pas. Mais ça veut dire aussi que lorsque les gens ont un accident de la route avec des séquelles lourdes, l'implication dans la vie de tous les jours, c'est la perte de l'emploi. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de 6 mois, en dehors d'un accident de travail, l'employeur peut licencier pour absentéisme, même médical. Parce que bon, le type, il peut pas reprendre le boulot. Le maçon, il suffit qu'il y ait un emploi un peu physique. Finalement, même si tu te réadaptes, on va dire, ça va être difficile de reprendre le même travail. Je prends l'exemple souvent des maçons, le type qui doit soulever des sacs de 50 kilos de ciment et puis qui a une fracture qui est pas parfaitement consolidée, il peut pas reprendre. Et
quelqu'un qui boite terriblement et qui était manœuvre, s'il veut faire un entretien d'embauche, en arrivant en boitant, Mm. c'est déjà mal parti pour lui, quoi. Donc les vies sont basculées et il y a un certain nombre de SDF qui commencent leur parcours de SDF Par par un un accident. accident de la route qui tourne mal. C'est un grand classique. Est-ce qu'on manque finalement d'informations sur ce qu'on doit faire après? Par exemple, là, on parlait d'un temps de rééducation. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire au niveau psychologique, par exemple. Quand est-ce qu'il faut consulter? Tout de suite après l'accident? Oui, bien sûr. Oui, oui, tout de suite. Après, en général, quand on passe par l'hôpital, il y a tout un process derrière qui suit. Donc, en général, la personne, elle est plutôt bien orientée, hein. Est-ce que c'est courant de rejeter cette aide-là Oui. quand on est, effectivement, on le disait, hein, parfois auteur d'un accident ou victime, euh, l'émotion est tellement forte qu'on se dit non, je peux pas. Je Oui, peux pas affronter. parce que parfois, en fait, les impliqués ont très peur de devoir raconter. Et moi, je trouve que c'est important de le dire que nous, on ne demande pas de raconter. On demande vraiment à ce que la personne, elle puisse nous dire comment elle se sent. C'est pas du tout la même chose que de faire revivre la scène qui a déjà été assez brutale et violente comme ça. Et ça, c'est pour tout type de trauma, hein, psychique qu'on prend en charge, nous, au sein de notre cellule. Et je pense que c'est important vraiment de le dire parce que sinon, ça peut créer un blocage. Maintenant, je vais plus en parler, je vais aller de l'avant. Et puis, il y a aussi le tabou parfois, hein, de ne pas oser en parler. Et on prend sur soi et on est un aïto et on va de l'avant. Et c'est pas si simple que Il ça. faut faire durer cette thérapie, enfin en tout cas cette parole-là, parce qu'on peut en parler, on va dire une semaine, et puis après ne plus en parler, mais quand même retomber dans des problématiques psychologiques derrière. Oui, alors sur le trouble de stress post-traumatique, ce qui se passe, c'est que ça peut être parfois très bien géré les premières semaines, soit ça se passe bien après un mois, et puis parfois il peut y avoir une rechute où à un moment donné, vraiment la personne ne va pas bien du tout, elle se demande ce qu'elle a, et là c'est plus difficile d'en parler que quand elle est tout de suite prise en charge dès le départ. Il y a des signes qu'on pourrait donner aux personnes qui nous regardent, de l'entourage, auxquels il faut faire attention quand une personne a eu un accident et qu'on voit qu'elle commence à pas aller bien. Bien sûr, il y a tout cet aspect de l'isolement. La personne, elle s'isole, elle veut plus trop sortir. Il y a souvent cette culpabilité, j'en parlais tout à l'heure, de c'est ma faute, j'aurais pas dû faire ci, si j'avais évité, si j'avais pas fait ça. Il peut y avoir une augmentation aussi de la consommation d'alcool, de paca. Vraiment sur le côté addiction, on est très vigilant là-dessus. Et puis, de ne pas pouvoir retourner au travail, effectivement, avec l'évitement. Là, on parle des accidents de la route, vraiment de la route où c'est pas possible. Et vraiment, cette hyper-vigilance, hein, on entend le bruit d'un scooter, on est tout de suite dans les sursauts Mm. parce qu'on replonge dans Puis on est notre entouré de vie. ça, et on sort de chez soi, C'est ça. c'est notre quotidien au final Oui. qui prend le dessus, quoi. Oui. Après, il y a effectivement aussi tout le côté sur les humeurs. On peut être beaucoup plus irritable, on supporte plus personne, même au sein de la famille, du foyer, où avant Mm. tout se passait bien. Là, c'est difficile de s'occuper des enfants, ou c'est difficile de communiquer avec son époux, son épouse. Voilà, il y a vraiment un impact global, et parfois, ça peut aller jusqu'à la dépression aussi, hein. Oui, ça peut aller très très loin. Toté, tu interviens, toi, dans le cadre de Halte à la prise de risque, je vais y arriver, pardon. Euh, euh, Qu'est-ce que tu auras envie de dire à toutes ces personnes qui prennent des risques véritablement? Parce on parle d'alcool, on parle de vitesse, on parle de PACA, on parle d'ice même parfois, on parle de téléphone. Enfin, il y a plein de facteurs de risque. Qu'est-ce que tu leur dis dans ces conférences? Le message est quand même très simple. L'accident accidentel n'existe pas. Il y a toujours une Il cause. y a toujours une cause qui est comportementale dans 99,9% des cas. L'accident accidentel, c'est le type qui fait un AVC au volant, un rocher qui se décroche de la montagne. Mais quand Oui, là, on il y a fait, vraiment voilà, une prise dessus, hein. voilà. Mais quand on roule en roue arrière entre deux files de voitures, c'est pas un comportement normal. On peut faire ça dans un cirque, mais pas sur la route. Voilà. Et donc, le message que je fais passer, c'est ça. Et puis de montrer les dégâts aussi. Parce que quand on voit les gens aux urgences, je pensais pas que ça faisait mal comme ça. Ah oui, ça fait horriblement mal. C'est comme des blessures de guerre. Mm. Faut un morceau de membre en moins, des plaies gigantesques et tout. C'est pas anodin. C'est pas du petit bobo. Sigolène, est-ce qu'il faut choquer pour sensibiliser dans ce genre de cas-là? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce que la psychologie humaine fait que on retiendra mieux le message comme ça?
Alors, je ne suis pas la spécialiste de la prévention. Je pense que toi, tu es plus à même de le faire, Alors, mais ouais. ça peut aider à prendre conscience, je pense, de certaines choses. Je pense que je peux répondre parce qu'après chaque intervention qui dure quand même à peu près 1 heure, où le public a entre 17 et 25 ans, c'est-à-dire la tranche d'âge des accidents, quand je remonte dans l'amphi, il y a plein de jeunes qui viennent me voir en disant « pensez pas que ça donnait ça ». Donc le message est passé. Et d'ailleurs, quand on a commencé Halte à la prise de risque en 2005, on était à 60 morts par an, ce qui est énorme. Et avec le matraquage médiatique qu'on a fait, on est arrivé en 2017 à 17 morts. Oui, Il y a c'était le une plus bas. prise, voilà, c'était le plus bas. Il y a une prise de Cette conscience. année, on est déjà à 27 morts sur la route Oui, en on 2022. pourrait dire seulement parce que quand Mm. on voit les aberrations de conduite, en particulier des 2 roues, on se dit qu'il y a une bonne étoile au-dessus de Tahiti quand même. Hein. Alors, pour conclure cette émission, on a souhaité donner la parole à une victime d'un accident de la route. Elle a souhaité garder l'anonymat, mais elle a également accepté de partager son expérience et elle répond à nos questions express. Yorana, donc je suis ici pour témoigner d'un accident de la route en scooter que j'ai subi avec un bus en 2021. Alors, donc, l'accident s'est déroulé le 31 août 2021. Lorsque j'ai pris ma pause déjeuner, donc j'ai pris mon scooter et l'accident s'est déroulé en fait au rond-point donc en question où j'ai été percuté par un bus qui venait de Fa'a vers Papeete. Juste après l'accident, je me souviens qu'un monsieur m'a relevé et m'a mise sur le rond-point, sur le terre-plein en question. J'ai juste eu le temps de prendre mon téléphone, de contacter une collègue de travail pour la prévenir. Et après, non, c'est le brouillard total jusqu'aux urgences donc, de la clinique Paufei. En fait, c'est tout le côté droit qui a été touché, donc j'ai eu des gros hématomes en fait. Et donc la douleur, elle était vraiment là. Et le fait de me dire que peut-être j'aurais des problèmes pour marcher plus tard ou des séquelles quelconques, ou émotionnellement en fait, j'en pleurais aussi de peur et aussi d'angoisse parce qu'en fait la scène elle me revenait en fait et je me disais que ce jour-là j'aurais pu mourir en fait, ma tête elle aurait pu finir sous la roue du bus. Les mois qui ont suivi l'accident, j'ai pas pu reprendre bien évidemment le volant du 2 roues, mais également en voiture. Et voilà, à chaque fois qu'on passait devant l'endroit où l'accident s'est passé, donc j'avais du mal pendant quelques mois. Et pendant les 4 dernières années, là, j'ai pas du tout pu reprendre le 2 roues. Si ce n'est que cette année, au mois de mai, par obligation, parce que en fait, j'avais un travail sur la ville et je me suis forcé en fait à réapprendre à conduire en fait et à avoir plus confiance. Voilà. Faites vraiment attention, que ce soit de jour ou de nuit, et notamment un rappel encore pour ceux qui prennent le volant en étant alcoolisés, parce que pour ma part, je suis quelqu'un de très vigilante et mes parents me disaient à chaque fois fais attention, donc tu auras beau faire attention à l'environnement du 2 roues, 4 roues. Malheureusement, un accident peut vite arriver. Donc un message général que je souhaiterais faire passer à tous les usagers de la route, vous n'êtes pas seul sur la route. D'autres usagers, qu'ils soient à pied, à vélo, en scooter ou en voiture, ils sont également. Et des familles les attendent en fait à la maison. Donc merci de faire très attention tout autour. On remercie notre témoin d'avoir accepté de livrer cette histoire.
Un point important quand même à préciser, si vous êtes témoin d'un accident de la route, surtout, et on le disait avec Totebelli, ne touchez pas à la victime. Faites en sorte de créer un cercle de sécurité autour d'elle, mais attendez et appelez tout de suite les secours. C'est vraiment la chose la plus importante, le 15, le 17, comme vous souhaitez, le 18, c'est vraiment tout. Peu importe le numéro que vous appellerez, attendez les secours pour aller vers cette victime. C'est très important. Tu voulais rajouter De relever quelqu'un, ne pas le relever. surtout pas. Voilà. Voilà. On risque beaucoup plus de choses derrière. Et comme le disait notre témoin, la route, c'est l'affaire de tout le monde. C'est un lieu commun, donc il faut faire attention aux autres également. Pour terminer cette émission, je vous propose deux informations pratiques. Tout d'abord, le site de la Direction des transports terrestres dans la rubrique sécurité routière. Il y a vraiment beaucoup d'informations, un PDF que vous devez lire avec attention, à la fois sur les consignes de sécurité et ce qu'il faut faire justement en cas de nécessité. Et puis, je souhaitais également donner le contact de la cellule d'urgence médico-psychologique du CHPF, dont fait partie Sigolène, qui propose un accompagnement gratuit pour les victimes, les témoins, les proches, ceux qui en auraient besoin après un accident de la route. Donc, vous pouvez les appeler au 40 48 47 35 ou 40 48 47 36 et vous pourrez prendre un rendez-vous directement auprès de la cellule d'unité médico-psychologique. Je vous rappelle le site également du CHPF, www.chpf.pf. Merci à tous les deux pour ces informations. Les conséquences d'un accident de la route, ça touche tout le monde, la famille, la victime, ceux qui causent également les accidents. Donc, soyons tous vigilants. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle émission Manava Maruru.